verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Il existe quelque part entre l'ombre et la lumière un territoire fragile, insaisissable, un endroit où les histoires ne meurent jamais vraiment. Elles se transforment, elles murmurent, elles attendent. Attendent d'être entendues, ressenties, parfois même comprises. Car certaines légendes ne sont pas que des récits, certaines expériences ne sont pas que des coïncidences, et certains objets ne sont peut-être pas aussi silencieux qu'ils en ont l'air. Ce soir, dans Un autre regard sur Radio G, je vous propose un voyage au cœur de ces mystères qui fascinent autant qu'ils nous troublent. Un voyage où l'émotion se mêle à l'étrange, où l'histoire flirte avec l'inexplicable, et où peut-être nos certitudes vacillent. Nous commencerons par une plainte, un cri déchirant porté par le vent, celui de la Llorona, la femme qui pleure. Figure emblématique du folklore d'Amérique latine, elle hante les rivières, les chemins et les nuits. On rend compte qu'elle cherche encore, qu'elle appelle sans jamais trouver de réponse. Alors, entre mythe ancestral et témoignages contemporains, qui est réellement cette silhouette vêtue de blanc ? Une simple légende urbaine pour effrayer les enfants ou le reflet d'un drame si puissant qu'il aurait laissé une empreinte ? Un écho au-delà même de la mort. Puis nous quitterons les rives brumeuses de cette histoire pour nous rapprocher de nous-mêmes, ou plutôt de ce que nous percevons sans toujours le comprendre. Car si les lieux gardent une mémoire, si les émotions marquent les instants, alors pourquoi les objets n'en feraient-ils pas autant ? Nous plongerons ainsi dans l'univers fascinant de la psychométrie. Cette capacité troublante qu'auraient certains individus à ressentir l'histoire d'un objet simplement en le touchant. Des images, des sensations, des fragments de vie de ses propriétaires qui surgiraient sans prévenir. Alors simple intuition, projection de l'esprit ou véritable lecture d'une mémoire invisible, inscrite dans la matière elle-même. Enfin, nous ouvrirons un livre, mais pas n'importe lequel, un ouvrage hors norme, massif, presque irréel. Un livre qui intrigue autant qu'il dérange, le Codex Gigas. Alors, surnommé la Bible du diable, il traverse les siècles entouré d'une aura de mystère. Sa taille impressionne, son contenu interroge et son origine fascine. Une légende raconte qu'il aurait été écrit en une seule nuit, avec l'aide de ce que certains n'osent même pas nommer. Je ne vous parle pas de Voldemort. Alors mythe, croyance ou vérité déformée par le temps, que cache réellement ce manuscrit unique au monde ? Et pourquoi continue-t-il encore aujourd'hui à nourrir autant de questions ? 3 histoires, 3 univers, 3 portes entrouvertes sur l'invisible. Ce soir, je vous laisse écouter autrement, ressentir au-delà des mots. Je vous invite à laisser une place au doute, à l'intuition, à l'inexplicable. Et si ce que nous ne comprenions pas n'était pas forcément ce qui n'existe pas ? Alors installez-vous, laissez-vous porter et surtout, regardez autrement. La Llorona, c'est l'une des figures qui dépasse largement le cadre d'une simple légende locale. Elle appartient à ce que l'on pourrait appeler les mythes vivants. C'est des récits qui continuent d'exister, non pas parce qu'ils sont écrits dans des livres anciens, mais parce qu'ils ont été racontés, encore et encore, transmis et ressentis. On la retrouve dans l'Amérique latine, sous formes légèrement différentes selon les pays, les régions et les villages, mais partout, une constante demeure. Une présence féminine liée à la nuit, liée à l'eau, et une forme de douleur infinie. Alors une entité que l'on n'explique pas vraiment, mais que l'on évite de nommer trop fort. Alors, ce qui rend cette pleureuse si fascinante, ce n'est pas seulement son histoire, mais sa fonction. Elle n'est pas seulement un personnage de légende, elle est à la fois un avertissement, une mémoire collective, une métaphore du deuil
et parfois même une expérience rapportée. Dans cette chronique, nous allons explorer cette figure en profondeur, nous allons revenir sur ses origines, ses différentes versions, sa fonction sociétale, ses interprétations symboliques et psychologiques. Mais surtout, nous allons nous replacer dans un ensemble beaucoup plus vaste de figures similaires à travers le monde, qui montre que la Llorona n'est pas seulement une exception, mais c'est une vraie variation d'un archétype universel. Donc, dans la majorité des récits traditionnels, la Llorona est une femme qui aurait vécu une vie marquée par une forme de rupture émotionnelle extrême. Alors, selon les versions, elle aurait été une belle femme, aimée, parfois issue d'un milieu modeste, parfois associée à une certaine forme de noblesse symbolique. Mais dans toutes les versions, il y a un événement qui vient briser finalement l'équilibre initial. Cet événement, c'est presque toujours lié à la perte, à la trahison ou à l'abandon. Un mari qui disparaît, un amour qui s'effondre, une promesse qui se brise, un enfant qu'on perd, et dans ce vide émotionnel, une bascule progressive vers le désespoir. C'est dans ce contexte que survient l'acte central du mythe, celui qui donne naissance à la Llorona, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dans certaines versions, elle noie ses enfants dans une rivière, dans l'autre, elle les abandonne involontairement, et dans d'autres encore, il s'agit d'un geste impulsif suivi immédiatement d'un regret irréversible. Alors, ce qui est important ici, ce n'est pas la précision du geste, mais sa conséquence symbolique. Cet acte crée une rupture absolue entre le monde des vivants et celui de la faute. Et c'est précisément cette rupture qui transforme cette femme en entité errante. Après la mort, elle ne trouve pas la paix, elle ne rejoint ni les vivants ni les morts. Elle reste dans un entre-deux, condamnée à chercher ce qu'elle a perdu, sans jamais pouvoir le retrouver. Et c'est ainsi que naît la Llorona, donc la pleureuse. Parce qu'on disait tout à l'heure, c'est avant tout une histoire orale, et c'est ça qui change tout. Car contrairement aux mythes figés dans les textes anciens, elle a évolué avec le temps, les lieux, les générations. Dans certaines régions du Mexique, elle apparaît près des rivières au clair de lune, dans d'autres, elle est entendue sans être vue. Et dans d'autres lieux encore, elle se manifeste sous forme de brume ou de silhouettes flottantes. Il n'existe pas une seule Llorona, mais une multitude finalement de variations. Cette plasticité est essentielle car elle explique sa longévité. Une légende qui s'adapte survit, une légende qui est figée disparaît. Mais il y a aussi une fonction sociale très claire dans cette transmission orale. Elle est souvent utilisée comme un outil d'éducation informelle. Elle sert à protéger les enfants, à les éloigner des zones dangereuses comme les rivières ou les berges ou les lacs la nuit. Elle joue donc un rôle de régulation comportementale basé sur une peur symbolique. Et c'est un mécanisme qui est extrêmement ancien dans l'histoire des sociétés humaines. Et la Llorona, c'en est une expression particulièrement forte. Alors, au-delà de ce récit populaire, certains chercheurs en anthropologie et en histoire des religions considèrent cette pleureuse comme une fusion finalement de plusieurs traditions anciennes. Avant la colonisation espagnole, les civilisations mésoaméricaines possédaient déjà des figures féminines en fait liées à la mort, à la maternité et au destin. Alors, parmi elles, Cihuacoatl est souvent citée comme une entité proche dans sa fonction symbolique. Alors, Cihuacoatl est associée aux douleurs de l'enfantement, à la protection maternelle, mais aussi à des présages funestes. Certaines légendes rapportent qu'elle apparaissait en pleurant dans la nuit, annonçant en fait des événements tragiques. Après l'arrivée de la colonisation, ces figures ont été progressivement transformées, hybridées avec des éléments du catholicisme européen, notamment des notions de péché, de punition éternelle et de repentir. Donc la Llorona pourrait être aussi comprise comme un point de convergence finalement entre plusieurs systèmes de croyances et une même figure qui s'est réinventée au fil des siècles. Ce qui rend la Llorona particulièrement intéressante, c'est qu'elle n'est pas isolée. Elle appartient à une famille beaucoup plus large en fait, de figures similaires qui sont présentes dans de nombreuses cultures. Donc en Irlande, on retrouve la Banshee, qui est une entité féminine qui est associée à un cri annonciateur de mort. Donc elle ne pleure pas, elle est l'enfant perdu, mais elle marque la frontière entre la vie et la mort. Et si vous l'entendez, c'est pas bon signe. En Grande-Bretagne, on a Jenny Greenteeth, qui est une figure des eaux stagnantes, décrite comme une créature qui attire les enfants vers les profondeurs. Elle incarne le danger caché des milieux aquatiques. Au Japon, on a le kappa, qui est une créature des rivières capable d'attirer ou de faire tomber les humains dans l'eau. Il est souvent utilisé comme une figure éducative dans les récits traditionnels. Et dans les traditions germaniques, on a les Nixie, qui sont des esprits féminins des eaux, souvent décrites à la fois comme séduisantes et dangereuses. Elles attirent les humains vers les profondeurs aquatiques. Même dans la mythologie arthurienne, la Dame du lac représente une figure féminine liée à un espace aquatique sacré. Elle est détentrice de pouvoir et de savoir mystérieux. Alors, ce qui relie également toutes ces figures, il y en a bien d'autres. C'est une structure symbolique commune.
Une présence féminine, un lien avec l'eau, une fonction de passage entre les mondes et une dimension de danger ou de transformation. La Llorona n'est donc pas un fantôme, elle sert aussi de conte moral sur le danger des rivières, d'avertissement sociétal, attention à la désobéissance, à l'adultère, à la maternité. C'est aussi un symbole de la douleur féminine invisible, celle de perdre un enfant. Et puis c'est aussi quelque part une mémoire des violences coloniales et patriarcales. Donc elle sert à la fois de punition, de victime et d'avertissement. Donc la légende de cette Llorona a été largement traitée comme un phénomène culturel et psychologique dans plusieurs grands médias, que ce soit le National Geographic qui a fait plusieurs articles, la BBC qui effectivement a fait des dossiers sur la Llorona, même le New York Times. Alors aujourd'hui, cette Llorona n'appartient plus seulement au folklore traditionnel, elle est devenue une véritable figure finalement de la culture globale. Donc on a ce fameux film La Llorona de Jairo Bustamante qui est sorti en 2019, qui propose une relecture profondément politique du mythe en l'intégrant dans la mémoire des violences historiques au Guatemala. Donc ce film, ça a été largement analysé dans la presse, notamment pour ses capacités finalement à relier le mythe et la mémoire collective. La même année, on a le film américain The Curse of la Llorona, qui est carrément produit là par la Warner Bros., qui propose une version horrifique plus classique, intégrée dans un univers cinématographique de fiction surnaturelle. Donc ces deux œuvres, elles montrent bien à quel point le mythe peut être interprété de manière très différente selon le contexte culturel. Et on retrouve également dans cette histoire de Llorona dans des documentaires diffusés sur des chaînes comme History Channel, National Geographic, où elle est analysée comme un phénomène culturel et anthropologique plutôt que comme une entité réelle. Mais alors, quid de tous ces fantômes ? Alors, malgré son ancienneté, cette Llorona elle continue d'être évoquée dans des récits qui sont même contemporains. Vous trouvez encore aujourd'hui des articles de gens qui affirment entendre des pleurs près des rivières isolées, d'autres qui décrivent des sensations de présence ou des visions fugaces d'une genre d'entité blanche. Ces témoignages ne peuvent bien sûr pas être vérifiés scientifiquement, mais ils participent en fait à la continuité de ce mythe. Ils montrent que cette Llorona n'est pas seulement une histoire ancienne, mais un récit qui est encore actif dans l'imaginaire collectif de nos jours. Donc, dans certaines zones rurales du Mexique et du Guatemala, il y a des habitants qui continuent de rapporter des pleurs, des silhouettes aperçues, des sensations de présence féminine dans les zones d'eau. Ces récits sont rarement isolés, ils sont souvent en fait transmis de génération en génération. Et même sur les forums et les réseaux sociaux, on a encore des histoires qui sont relayées. On a des récits de conducteurs entendant des pleurs sur des routes désertes, des vidéos de dashcam avec des sons inexpliqués ou des visions bizarres, et des témoignages TikTok de familles affirmant avoir entendu des cris près d'une zone de lac ou de rivière. Sur le plan psychologique, la Llorona peut être interprétée quand même comme une représentation d'un deuil impossible. Ça incarne une douleur qui ne peut pas être résolue. Une culpabilité qui ne peut pas être effacée, une perte finalement qui ne peut pas être réparée. Donc l'eau joue ici un rôle fondamental, parce que l'eau représente historiquement le passage, la disparition et l'irréversibilité. Donc une fois traversée, il n'y a plus de retour, on ne peut plus revenir en arrière. Et puis la figure féminine, quant à elle, concentre des symboles complexes liés à la maternité, à la protection, mais aussi à la faute et à la transgression. Alors si on devait conclure sur cette Llorona, c'est une des figures en tout cas qui échappe constamment à la fermeture du sens. Plus on tente de le contenir dans une explication unique, plus elle se déplace. Mythe folklorique pour les uns, récit moral pour les autres, survivance des croyances anciennes ou simple histoire destinée à faire peur aux enfants et pour qu'ils se méfient, elle semble toujours dépasser la case dans laquelle on voudrait la ranger. Ce qui frappe au terme de cette exploration, c'est moins la question de sa réalité que celle de sa fonction persistante. Car la Llorona n'est pas restée figée dans un passé révolu, elle a traversé les siècles, s'est transformée, adaptée, modernisée. Elle a quitté les seuls récits oraux pour entrer dans les cinémas, les séries, les analyses universitaires, les vidéos virales et les témoignages contemporains sur les réseaux sociaux. Elle est aujourd'hui autant un objet de culture populaire mondiale qu'un héritage folklorique local. Et cela dit quelque chose, en tout cas de fondamental pour moi, certains récits ne disparaissent pas parce qu'ils continuent de répondre à des émotions universelles. Derrière la Llorona, il y a la perte irréversible, la culpabilité, la maternité blessée, la violence des ruptures familiales, mais aussi la peur des lieux liminaires. Alors les lieux liminaires, ce sont ces espaces entre deux mondes, donc les rivières, les nuits, les routes désertes, les marges. Et c'est peut-être là que réside son véritable pouvoir symbolique. Elle habite les frontières, cette Llorona. Frontière entre la vie et la mort, frontière entre la faute et le châtiment, frontière entre l'histoire intime et la mémoire collective. Et c'est aussi pour cela qu'elle trouve autant d'écho dans des cultures sous d'autres noms.
On parle encore des rousselki slaves ou sirènes antiques. On trouve toujours dans cette même structure narrative une entité liée à l'eau, à la perte, à la transformation et une forme de deuil qui est éternisée, qui ne se termine jamais. Mais là, Llorona, elle possède quelque chose de particulier. C'est pas seulement une apparition, elle a une voix, un cri, une plainte qui revient, une trace sonore plutôt que visuelle. Ce qui la rend d'autant plus insaisissable. On ne la voit pas seulement, on l'entend. Et ce détail change tout, car le son traverse les frontières du réel plus facilement que l'image. Il s'insinue, il persiste, il reste dans la mémoire. Et c'est sans doute pour ça que dans les récits modernes, survit si bien la technologie. Même dans des vidéos filmées de nuit, même dans des enregistrements amateurs, même dans des reconstitutions paranormales, ce qui revient toujours, c'est cette idée d'un cri impossible à localiser. Alors bien sûr, aucune preuve tangible ne permet d'affirmer son existence, mais réduire le phénomène à une seule question serait peut-être passer à côté de l'essentiel. Car c'est indéniable, ce qu'elle continue d'être racontée en tant que récit circule, se transforme, s'adapte et continue de toucher quelque chose d'émotionnel chez ceux qui l'entendent. Il reste vivant, ce mythe. Alors pour nous remettre de ces émotions, je vous propose Chavela Vargas qui nous chante La Llorona. Vous êtes toujours avec moi sur Radio G-Angers sur la fréquence 101.5 FM. On est dispo aussi en DAB+, et en streaming sur le www.radio-g.fr. Vous êtes dans l'émission Paranormal bimensuelle, un autre regard. Ici, la Llorona nous a entraînés au bord des rivières, là où les pleurs semblent encore flotter dans la nuit. Il est temps maintenant de quitter l'eau pour toucher quelque chose de plus intime, de plus silencieux, mais de plus tangible. Car il existe, selon certaines traditions et témoignages, des objets capables de garder en eux une mémoire. Une empreinte, comme si les lieux, les personnes, les émotions pouvaient s'y imprimer au fil du temps. C'est précisément ce qu'on appelle la psychométrie. C'est une capacité supposée de percevoir des informations sur un lieu, une personne ou un événement en entrant en contact avec cet objet qui leur était lié. Alors restez avec nous sur Radio G, nous allons maintenant explorer ce phénomène troublant entre intuition, sensibilité extrême et mystère encore non résolu. Il existe des objets qui semblent ordinaires et pourtant certains affirment qu'ils ne le sont jamais vraiment. Une bague ancienne, une lettre jaunie, une clé oubliée, un vêtement conservé trop longtemps, à première vue, rien qu'un fragment de matière, silencieux, inerte. Et pourtant, selon certaines expériences et témoignages, ces objets pourraient être bien plus que de simples témoins du passé. Ils deviendraient des réceptacles, des archives invisibles, des supports capables de conserver une trace de ce qui les a traversés, des émotions, des événements, parfois même des fragments de vie. Et c'est là qu'entre en scène un concept, aussi fascinant que controversé, la psychométrie. Alors, c'est une capacité supposée qu'ont certaines personnes de percevoir finalement des informations liées à un objet simplement en le touchant. À travers ce contact, elles décrivent des scènes, des sensations, des émotions, parfois même ont des visions très précises concernant les personnes qui l'ont possédé ou les événements auxquels il aurait été associé. Alors, il s'agirait d'une forme de perception intuitive amplifiée, une sensibilité particulière en fait aux empreintes énergétiques laissées dans la matière. Alors pour la science, en revanche, il n'y a aucune preuve solide qui permet aujourd'hui de valider l'existence de ce phénomène, qui est resté en fait dans le champ des croyances et des pratiques ésotériques. Mais ce qui rend la psychométrie particulièrement intrigante, c'est pas uniquement la question de sa réalité, mais c'est la cohérence étonnante de certains témoignages à travers le temps et les cultures. Des médiums affirment voir des scènes historiques en touchant des artefacts anciens. Des praticiens disent ressentir des émotions précises en tenant ces objets personnels de personnes disparues. Et parfois même des expériences menées dans des contextes plus modernes et plus contrôlés, où des volontaires décrivent des impressions similaires à partir d'objets totalement inconnus. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un don, d'une intuition finalement exacerbée, d'un phénomène psychologique, encore mal compris, ou simplement de l'imaginaire qui se projette dans la matière ? Donc, dans cette partie de l'émission, nous allons explorer les origines de la psychométrie, ses grandes figures, les témoignages marquants, mais aussi les tentatives d'explication rationnelle qui cherchent à éclairer ce phénomène qui est quand même troublant. Car toucher un objet, c'est peut-être bien plus qu'un simple geste. Alors, le mot psychométrie, il apparaît au XIXe siècle sous l'impulsion d'un médecin américain, Joseph Rhodes Buchanan.
Donc Buchanan est convaincu que le cerveau humain n'est pas seulement un organe enfermé dans un crâne, mais un système capable de percevoir des informations bien au-delà des sens classiques. Alors selon lui, certains individus posséderaient une sensibilité particulière leur permettant de capter des impressions laissées dans la matière. Alors il mène alors des expériences étonnantes, il donne à ses étudiants des objets dont ils ne connaissent rien, ni l'histoire ni l'origine, il leur demande simplement de les tenir dans leurs mains et de décrire ce qu'ils ressentent. Les résultats qu'ils apportent sont troublants. Certains participants décrivent des paysages, des émotions, parfois même des scènes complètes de vie associées à ces objets. Ces travaux sont publiés dans son ouvrage Manual of Psychometry, dans lequel il développe finalement l'idée que les objets pourraient conserver une forme d'empreinte psychique. Mais pour comprendre pourquoi ces idées émergent à cette époque, il faut replacer dans le contexte. Alors, on est dans une période où l'Occident est traversé par un immense mouvement d'intérêt pour l'invisible. Le magnétisme animal de Franz Anton Mesmer a déjà ouvert la voie à l'idée que des forces invisibles peuvent influencer le corps et l'esprit. Puis vient le spiritisme, popularisé notamment par Allan Kardec, qui affirme la possibilité de communication avec les esprits. Donc c'est dans ce climat intellectuel que la psychométrie apparaît comme finalement une extension naturelle de ces recherches. Si l'esprit peut influencer le corps, si les esprits peuvent communiquer, alors pourquoi est-ce que la matière elle-même ne pourrait-elle pas conserver une trace du vécu humain ? Alors après Buchanan, il y a d'autres figures qui vont s'emparer du concept. Parmi elles, on a William Denton, qui est un géologue américain, qui publie en 1863 The Soul of Things, donc l'âme des choses. Il développe ces idées encore plus larges, selon lui, non seulement les objets humains, mais aussi les éléments naturels comme les rochers, les fossiles ou les minéraux pourraient contenir une genre de mémoire du passé. Une pierre pourrait aussi porter l'histoire des événements géologiques ou biologiques qu'elle a traversés. Dans cette vision, le monde matériel devient une sorte de livre, un livre ouvert, à condition bien sûr de savoir le lire. Et un autre auteur, Stewart Edward White, rapporte lui au début du XXe des expériences menées avec son épouse censée posséder des capacités médiumniques. Alors en tenant des objets ayant appartenu en fait à des personnes décédées, elle décrit des impressions, des scènes, des émotions, parfois avec des détails précis qui sont, ma foi, très, très vrais. Ces récits, très populaires dans les contextes spiritualistes de l'époque, contribuent à ancrer en fait la psychométrie dans l'imaginaire collectif. Mais bien sûr, il est important de noter que ces témoignages ne reposent pas sur des protocoles scientifiques modernes rigoureux. Ils appartiennent à une époque où l'expérimentation du psychisme est encore en fait intimement liée à la croyance et à l'intuition. Au XXe, la psychométrie entre dans un nouveau cadre, celui de la parapsychologie. Donc des chercheurs comme J.B. Rhine à la Duke University tentent lui de tester de manière expérimentale des phénomènes dits de perception extrasensorielle. Donc il étudie la télépathie, la clairvoyance et certaines formes de perception à distance, qu'on appelle le remote viewing. Mais parfois, de nombreuses expériences, donc les résultats restent variables, difficiles à reproduire et surtout contestés par la communauté scientifique. La psychométrie, en tant que phénomène scientifique, ne parvient jamais à être validée de manière empirique. Elle reste donc dans la catégorie des hypothèses non confirmées. Donc pour la science dominante, elle n'est pas démontrée, mais cela n'empêche pas sa persistance dans les récits humains. Alors face aux témoignages, plusieurs explications en fait, sont proposées par la psychologie moderne. L'une des principales, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Il s'agit de la tendance humaine à interpréter des descriptions vagues comme étant extrêmement précises et personnelles. Un autre mécanisme, c'est la projection mentale. Lorsqu'un objet est ancien, chargé symboliquement, notre cerveau cherche naturellement à lui attribuer un sens. Donc il complète les informations manquantes à partir de notre imagination, de notre mémoire, de notre attente. Donc il existe aussi plein de mécanismes liés à la mémoire elle-même. Donc les travaux de la psychologue Elizabeth Loftus ont montré que la mémoire humaine est malléable, reconstructive et parfois influencée par des suggestions extérieures. Autrement dit, ce que nous croyons percevoir pourrait être en réalité une construction mentale a posteriori. Dans cette perspective, la psychométrie ne serait pas une perception d'informations externes, mais une interprétation interne extrêmement fine de signaux subtils. Alors, malgré l'absence finalement de validation scientifique, cette psychométrie n'a jamais vraiment disparu. Elle est même adaptée aux nouveaux médias. Sur YouTube, il y a de nombreuses vidéos qui montrent des personnes qui se présentent comme capables de lire les objets, comme les poupées par exemple. Sur certaines chaînes spécialisées dans le paranormal, il y a des expériences qui sont menées en direct où des participants tentent de décrire des objets
qui appartiennent à des inconnus. Sur les réseaux sociaux, on va parler encore de TikTok, des tendances apparaissent régulièrement autour de lecture psychique d'objets. Donc, dans ces vidéos, le phénomène est souvent présenté de manière spectaculaire avec des résultats parfois troublants pour les spectateurs. Là, il faut quand même garder effectivement son esprit critique. Comment est-ce que ça a été filmé? Est-ce que l'objet est vraiment inconnu? Voilà, ça c'est encore autre chose. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Au-delà du débat scientifique ou spirituel, la psychométrie ouvre une question quand même fondamentale. Qu'est-ce que la mémoire ? Est-ce que c'est uniquement finalement le contenu du cerveau humain ou est-ce qu'il existe des formes de traces plus diffuses, plus symboliques que nous ne savons pas encore interpréter ? Lorsqu'on touche un objet ancien, il arrive parfois que nous ressentons quelque chose de difficile à expliquer. Une émotion, une impression, une atmosphère, est-ce que cette perception est réelle ? Est-ce que c'est bien une perception d'une information extérieure ou c'est simplement la rencontre entre un objet chargé de symboles et un esprit en quête de sens ? La question, bien sûr, vous l'aurez compris, reste ouverte. Pour conclure, je dirais qu'il y a dans la psychométrie quelque chose quand même qui dépasse largement la simple question de savoir si le phénomène est vrai ou non. Car au fond, ce que cette idée raconte, c'est pas seulement une hypothèse sur les capacités humaines, elle raconte surtout notre rapport au monde matériel, à ces objets qui nous entourent, qui nous accompagnent, qui nous survivent parfois, qui nous ont été légués par exemple, et qui deviennent malgré nous des gardiens silencieux de nos existences. Un objet en soi ne parle pas, il ne pense pas, il ne se souvient pas, du moins pas comme nous l'entendons. Et pourtant, il suffit parfois de le tenir dans ses mains pour qu'il devienne autre chose qu'un simple fragment de matière. Il devient support d'imaginaire, un déclencheur d'émotions, une porte d'entrée vers l'histoire que nous ne connaissions pas, mais donc que nous sommes prêts à ressentir. C'est peut-être là que réside le cœur du mystère. La psychométrie, qu'elle soit phénomène réel, illusion de perception ou construction psychologique, met en lumière une vérité plus profonde. L'être humain est un lecteur de signes. Il interprète, il projette, il relie. Il cherche du sens partout, même là où il n'y a peut-être que le silence. Et ce silence, justement, est essentiel. Car face à un objet, face à une trace du passé, nous ne recevons jamais seulement que ce qu'il contient objectivement. Nous y ajoutons notre propre image, notre propre émotion, nos propres blessures parfois. Et nous transformons la matière en récit. Et ce récit devient à son tour presque plus réel que l'objet lui-même. C'est ainsi que naît le mystère, non pas uniquement dans ce que les choses seraient capables de transmettre, mais dans ce que nous sommes capables d'y entendre. Alors la psychométrie, au-delà de ces débats des sceptiques et des défenseurs, agit finalement comme un miroir. Elle nous renvoie à cette part de nous-mêmes qui refuse que le passé soit totalement clos, totalement muet, totalement inaccessible. Peut-être rien ne reste dans les objets, ou peut-être d'ailleurs que tout s'y passe, sans que nous sachions encore comment. Mais dans les deux cas, une chose demeure certaine, dès que nous tendons la main vers une chose ancienne, vers un mur ancien, vers des vieilles briques, dès que nous la touchons, dès que nous l'écoutons en silence, quelque chose s'ouvre. Pas forcément dans l'objet, mais en nous. Et c'est peut-être là la véritable faculté de la psychométrie. En attendant de saisir vous-même un vieil objet et d'essayer, je vous propose une pause musicale avec The Cure. Vous aurez évidemment reconnu A Forest du groupe The Cure. Et parfois, ce que nous croyons être un simple objet, une simple trace du passé, semble dépasser largement la matière elle-même, comme si quelque chose persistait, comme si une mémoire invisible refusait de disparaître. Alors bien sûr, on peut parler de ressenti, d'intuition, de perception subtile, mais certaines histoires, elles, ne se contentent pas de frôler l'inexplicable et s'imposent. Parce qu'il existe des récits, des objets et même des ouvrages en particulier qui semblent avoir traversé le temps, alors pas comme des simples témoins de l'histoire, mais comme des portes ouvertes sur quelque chose de bien plus ancien, de bien plus dérangeant. Mais avant d'ouvrir ces dernières pages, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'écoute d'Un autre regard, votre émission consacrée au paranormal, au mystère, aux légendes à l'inexpliqué, et que nous sommes ensemble sur Radio G Angers, 101.5 FM, en DAB+, et en direct sur le site de la radio. Et s'il est un manuscrit ancien, étrange, qui cristallise à lui seul cette frontière entre le savoir, mystère et vertige, c'est bien celui que l'on surnomme le Codex Gigas, le livre du diable.
Alors, parmi tous ces objets qui dépassent qui finalement représentent des témoins du passé, mais aussi des condensés d'histoires, de croyances et parfois de peurs anciennes, il y en est un qui dépasse par toutes les proportions. C'est un livre, mais pas un livre ordinaire, un livre si vaste, si lourd, si singulier qu'il semble presque défier les limites du possible. On l'appelle le Codex Gigas, le grand livre. Mais dans la mémoire collective, il est devenu le plus célèbre sous le nom de la Bible du diable. Alors ce manuscrit monumental, il est réalisé au début du XIIIe siècle dans un monastère de Bohême, en Europe centrale. Il est considéré aujourd'hui comme le plus grand manuscrit médiéval conservé au monde, parce que déjà ses dimensions sont carrément hors normes. Près d'1 mètre de hauteur, 75 kilos et 300 pages de parchemin issus de peau animale soigneusement préparée. Mais ce qui fascine, c'est qu'il n'est pas uniquement sa taille, mais plutôt ce qu'il contient. À l'intérieur, on trouve une version complète de la Bible latine, mais aussi des textes historiques, médicaux et encyclopédiques, comme si un seul ouvrage avait voulu rassembler finalement toute la connaissance du monde médiéval. Et puis, il y a cette page. Une image immense, singulière, une représentation du diable lui-même, occupant une page entière du manuscrit, placée face à une représentation symbolique du royaume des cieux. Donc là, on a un peu deux visions, deux pôles, deux extrêmes. Depuis des siècles, cette illustration nourrit les récits les plus sombres et a contribué à forger la légende du manuscrit. Car très vite, ce Codex Gigas dépasse le simple cadre du livre religieux ou encyclopédique. Il devient une énigme. Certains y voient l'œuvre d'un moine ayant tenté de rédiger seul un ouvrage total, d'autres racontent qu'il a été contraint de conclure un pacte pour achever son œuvre en une seule nuit. L'histoire, elle, plus mesurée, elle nous parle d'un travail de longue haleine, probablement réalisé par un seul scribe sur une période de 20 à 30 ans. Mais entre les faits et les récits, un espace finalement demeure, un espace où naissent les légendes, et c'est précisément dans cet espace que le Codex Gigas continue de nous interroger aujourd'hui. Car une question persiste, comment est-ce qu'un seul ouvrage peut-il concentrer à ce point le savoir, la foi et le danger ? Alors pour comprendre ce Codex Gigas, il faut d'abord revenir à son origine documentée. Alors loin des mythes et des récits sensationnels de pactes diaboliques, ce manuscrit aurait été réalisé au début du XIIIe dans un monastère bénédictin dans l'actuelle République tchèque. Les sources historiques et codicologiques s'accordent sur une période de création qui serait approximativement entre 1204 et 1230. Les analyses du parchemin et de l'écriture confirment une cohérence de style, ce qui renforce quand même l'idée d'un travail extrêmement structuré, probablement réalisé sur plusieurs décennies. Ce fameux monastère de Podladice, où le manuscrit aurait été commencé, était un petit centre religieux, loin des grands foyers intellectuels de l'époque. Donc ça fait rend déjà ce projet de Codex Gigas assez exceptionnel, car produire un ouvrage d'une telle ampleur, donc, dans un environnement relativement modeste, suppose une ambition intellectuelle hors norme ou une commande très particulière. Les historiens considèrent aujourd'hui que ce manuscrit était conçu pour rassembler une sorte d'encyclopédie de connaissances typiques de la tradition médiévale des codices universels, où l'on tentait de réunir dans un seul volume théologie, histoire et savoir pratique. Le Codex Gigas contient aussi plusieurs sections distinctes. On y trouve une version de la Bible latine, des textes historiques comme les Antiquités judaïques de Flavius Joseph, des traités médicaux aussi de tradition antique, ainsi que des chroniques et des calendriers liturgiques. Alors, cette diversité montre clairement que l'objectif n'est pas seulement religieux, mais aussi intellectuel et documentaire, dans une logique, on va dire, de conservation du savoir. Il y a un point qui est important, qui est souvent mal compris, c'est la question de sa réalisation matérielle. Le manuscrit est écrit sur du parchemin, donc de la peau animale traitée, probablement issue d'environ 160 animaux, selon certaines estimations. La régularité de l'écriture laisse penser à un seul scribe principal ou à un atelier extrêmement discipliné, travaillant avec une continuité rare pour l'époque. Les spécialistes de paléographie soulignent la cohérence du style d'écriture, ce qui rend l'hypothèse d'un travail unique humainement possible, mais si elle reste impressionnante sur sa durée. Ce qui est également intéressant, c'est que ce manuscrit ne montre pas de correction majeure ni de rupture stylistique importante, ce qui suggère une vision très claire du projet dès le départ. Donc, dans le contexte médiéval où l'ouvrage était souvent fragmentaire ou collaboratif, le Codex Gigas lui apparaît comme vraiment une exception remarquable. À la fin des siècles, le manuscrit va changer plusieurs fois de main et de lieu. Donc, après la période médiévale, il est transféré à Prague, il est puis intégré aux collections royales.
Il est ensuite saisi pendant la guerre des 30 ans par les forces suédoises au XVIIe siècle et transporté à Stockholm, où il est conservé aujourd'hui à la Bibliothèque nationale de Suède. Alors c'est seulement à partir de cette circulation historique que la dimension légendaire va réellement se développer, car plus le Codex Gigas devient inaccessible au grand public, plus il devient un objet de fascination entouré de récits, d'interprétations et de théories alternatives. Mais à ce stade, une chose est certaine, loin des légendes, le Codex Gigas est d'abord un exploit intellectuel et matériel pour le Moyen-Âge. C'est un objet unique, comme on disait tout à l'heure, par sa taille, sa cohérence et son ambition. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Et c'est précisément parce qu'il est si rationnel dans sa construction que la légende, elle, va trouver un terrain parfait pour naître. Mais quelle est donc cette légende ? C'est à partir du moment où l'on quitte les faits que le Codex Gigas devient véritablement une énigme culturelle. Car autour de ce manuscrit, une légende va progressivement s'imposer jusqu'à effacer presque complètement la réalité de sa fabrication. Alors selon cette tradition, ce Codex Gigas n'aurait été simplement écrit par un moine dans le cadre d'un long travail intellectuel, mais par un seul homme, dans des circonstances exceptionnelles. Ce moine, souvent identifié sous le nom d'Hermann le Reclus ou Hermannus Inclusus dans certaines versions du récit, aurait vécu dans le monastère de Podladice et aurait été condamné à une peine terrible après avoir violé ses vœux monastiques. Face à une sanction qu'il ne pouvait éviter, il aurait fait une promesse impossible, écrire en une seule nuit un livre capable de contenir toute la connaissance humaine, un ouvrage si parfait qu'il serait digne de se racheter de ses fautes. Mais très vite, conscient de l'impossibilité d'un tel exploit, il aurait invoqué une aide surnaturelle. Donc, dans les versions les plus tardives de cette légende, c'est ici qu'intervient la figure du pacte. Le moine aurait conclu un pacte avec une entité démoniaque afin de terminer l'ouvrage dans le délai imparti. En échange de son âme, il aurait obtenu la capacité d'achever ce Codex Gigas en une seule nuit. Alors c'est cette version qui donnera naissance finalement au fameux surnom du manuscrit du diable, de la Bible du diable. L'image du diable occupant une page entière du codex viendra ensuite renforcer cette interprétation. Cette illustration qui est très impressionnante visuellement représente une figure démoniaque frontale, stylisée, isolée sur une page entière face à une représentation du paradis. Alors pour les lecteurs des siècles suivants, cette opposition visuelle a été interprétée comme une signature, une preuve, voire une confession silencieuse de l'auteur. Alors cependant, les historiens et les spécialistes du manuscrit sont formels. Aucune source contemporaine de sa création ne mentionne un pacte, ni même une exécution surnaturelle de l'œuvre. La légende apparaît quand même bien plus tard, probablement plusieurs siècles après la réalisation du codex, lorsque celui-ci devient un objet de curiosité royale, puis de collection. Alors les analyses modernes, vous me direz, les analyses modernes montrent également qu'un travail de cette ampleur en une seule nuit, c'est matériellement impossible, même en supposant une intervention extérieure. La fabrication du parchemin, la préparation de l'encre et la cohérence du texte rendent finalement cette hypothèse complètement irréaliste. Mais alors pourquoi cette légende, est-ce que ça a pris une telle ampleur ? Sans doute parce que le Codex Gigas lui-même invite à la projection. Sa taille hors norme, la solitude apparente de sa réalisation, la présence de l'image du diable et surtout son caractère unique dans l'histoire des manuscrits médiévaux créent un terrain idéal pour l'imaginaire. Ainsi, au fil du temps, le récit historique s'efface partiellement derrière le récit symbolique. Le moine devient un personnage tragique. Le livre devient un objet maudit. Et le Codex Gigas cesse d'être seulement un manuscrit pour devenir une frontière finalement entre le savoir et le mythe. Mais ce qui le rend encore plus fascinant, c'est que cette frontière n'est jamais totalement étanche. Et c'est précisément là que le mystère va continuer de survivre. Alors s'il existe un élément du Codex Gigas qui a marqué durablement l'imaginaire, c'est bien son illustration célèbre, on l'a dit tout à l'heure, cette figure du diable qui occupe une page entière. Alors cette image, elle est immédiatement reconnaissable, elle est souvent la première raison pour laquelle le Codex est associé à son surnom, la Bible du diable. Visuellement, cette représentation est saisissante. Une figure démoniaque de grande taille, aux traits exagérés, aux griffes visibles, aux yeux rouges, ronds et fixes, occupe l'espace central de la page. Elle est isolée, presque enfermée dans sa propre présence, sans décor complexe autour d'elle.
Et juste en face, on l'a dit tout à l'heure, une représentation du royaume céleste. Alors, cette mise en scène crée un contraste immédiat entre deux pôles, le sacré et le mal, l'ordre et le chaos, la lumière et l'ombre. D'un point de vue historique et artistique, cette iconographie s'inscrit dans les codes du Moyen-Âge chrétien. Les représentations du diable à cette époque ne cherchent pas le réalisme, mais plutôt un impact symbolique. Donc il s'agit de figures destinées à incarner le mal, à frapper l'esprit du lecteur et à renforcer le discours moral et religieux des textes. Alors cependant, la singularité du Codex Gigas réside dans l'ampleur accordée à cette page, là où d'autres manuscrits médiévaux relèguent les figures démoniaques à des marges ou à quelques enluminures secondaires. Ici, le diable prend une page entière, centrale, presque monumentale. Le choix visuel suffit en fait à nourrir des siècles d'interprétation. Donc certains chercheurs y voient une simple amplification stylistique, cohérente avec la volonté du codex de condenser tout le savoir et les symboles majeurs de son époque. D'autres y lisent une intention qui sont plus théologiques, une manière de représenter l'opposition fondamentale entre le bien et le mal dans une structure visuelle forte, presque pédagogique. Mais dans la culture populaire, cette image a pris une toute autre dimension. Elle est devenue au fil du temps une preuve supposée de l'origine plus obscure du manuscrit. Donc associée à la légende du moine et du pacte, elle a été réinterprétée comme une signature, voire comme une trace laissée volontairement par une intervention surnaturelle. Alors, les historiens, vous l'aurez compris, restent prudents. Rien dans le style de cet enlumineur ne sort des conventions médiévales connues. Les figures démoniaques stylisées sont courantes dans les manuscrits, notamment dans les représentations du jugement dernier. Ce qui distingue donc ce Codex Gigas, c'est pas seulement la présence du diable autant mis en valeur, mais le diable du Codex Gigas n'est pas seulement une figure médiévale, il est devenu au fil du temps un miroir dans lequel chaque lecteur, chaque époque, chaque culture est venu projeter sa propre vision du mystère. Et c'est là peut-être que réside la véritable force de ce manuscrit, non pas dans ce qu'il affirme, mais dans ce qu'il continue de faire imaginer. Alors après sa création au cœur de la Bohême, on me l'a dit tout à l'heure, comme de nombreux manuscrits précieux, il va connaître une histoire mouvementée, marquée par des guerres, des déplacements de pouvoir, des transferts de collection en collection. C'est au XVIIe siècle que son destin va véritablement basculer. Comme je disais, lors de la guerre de 30 ans, Prague est occupée par les forces suédoises en 1648. À la fin du conflit, parmi les objets saisis et emportés comme butin de guerre, il y a ce fameux Codex Gigas, donc il est transformé à Stockholm. Il intègre les collections royales et plus tard les fonds de la Bibliothèque nationale de Suède. C'est un déplacement qui est essentiel parce qu'il contribue finalement à son aura de mystère. Il est arraché de son contexte d'origine, isolé dans un pays. Le manuscrit devient un objet d'étude autant qu'un objet de fascination. Et à partir de ce moment-là, c'est plus seulement un manuscrit médiéval parmi tant d'autres, ça devient une pièce unique. Difficilement comparable, rarement accessible. Donc, ce qu'on sait, c'est que les analyses scientifiques modernes confirment bien sa datation médiévale, la cohérence de ses matériaux et la probabilité d'un travail long et méthodique, sans intervention surnaturelle. Et pourtant, malgré toutes ces explications, le manuscrit continue de susciter finalement une fascination. Alors peut-être car même lorsque tout semble expliqué, quelque chose persiste, une forme de présence silencieuse liée autant à l'objet lui-même qu'aux histoires qu'on a choisi de lui associer. Et c'est précisément ce paradoxe qui fait du Codex Gigas bien plus qu'un simple vestige du Moyen-Âge. C'est un vrai symbole, celui de notre rapport au savoir, à la peur et à ce que nous parvenons jamais totalement à déduire en explication. Alors peut-être que certains objets ne se contentent pas d'être expliqués, ils continuent d'être racontés, ils survivent dans des récits, dans les interprétations, dans les regards que l'on pose sur eux. Et à force d'être regardé comme un mystère, le Codex Gigas est devenu lui-même une forme de mystère. Alors peut-être que la véritable force de ce manuscrit, c'est pas dans ce qu'il cache, mais dans ce qu'il provoque. Cette sensation étrange qui, derrière les rigueurs des mots latins et la précision des enluminures, quelque chose nous échappe encore. Comme une mémoire ancienne, silencieuse, qui refuse de se laisser totalement enfermer. Et si le Codex Gigas nous fascine encore aujourd'hui, c'est peut-être pas parce qu'il parle du diable, mais parce qu'il parle de nous, de notre besoin de comprendre, de notre besoin de croire, de cette frontière fragile et toujours mouvante entre le savoir et le mystère. Car au fond, certains livres ne se ferment jamais vraiment. Ils continuent de vivre chaque fois qu'on les raconte. Et voilà, chers amis, notre voyage touche à sa fin. Ce soir, nous avons exploré des chemins où les certitudes vacillent un peu, où les récits anciens croisent les sensations contemporaines et où les histoires parfois semblent continuer de vivre bien après ceux qui les ont écrites.
De la psychométrie, cette idée troublante de la mémoire des objets, jusqu'au Codex Gigas, ce manuscrit hors norme, nous avons traversé des zones où l'explication rationnelle et l'imaginaire ne cessent de se frôler. Et peut-être que c'est là finalement le cœur de tout. Ne pas choisir entre croire ou ne pas croire, mais accepter ce petit espace entre les deux. Celui où les récits prennent forme, où les symboles résonnent, où certaines histoires continuent de nous interroger longtemps après qu'on ait tourné la page. Car s'il s'agit d'un objet, d'un témoignage ou d'un manuscrit vieux de 8 siècles, ce qui demeure, ce n'est pas seulement ce que l'on ne peut prouver. C'est ce que cela provoque en nous. Une curiosité, une émotion, parfois même un léger frisson. Et c'est précisément ce que nous continuons à chercher ensemble ici dans un autre regard. Alors on va prendre le temps de ralentir, d'écouter autrement et de regarder ce que l'on croyait déjà connaître sous un autre angle. Merci d'avoir partagé avec moi ce voyage ce soir, entre perception, mémoire invisible et manuscrits hors du temps. Comme toujours, vous êtes au cœur de cette exploration de l'étrange, du symbolique et de ce qui échappe encore aux explications trop rapides. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'Un autre regard. On sera le mardi 5 mai, 21h sur Radio G Angers. Et au programme, nous plongerons dans 3 pistes fascinantes, 3 thèmes, 3 idées. La radiesthésie, cet art ancien du pendule et des ondes, entre intuition pratique empirique et questionnement scientifique. Ensuite, nous reviendrons sur l'un des récits les plus troublants de l'aviation moderne, les fantômes du vol 401, une histoire devenue légende autour de la disparition et d'apparitions à bord d'avions commerciaux. Et enfin, nous partirons sur les traces d'une figure aussi controversée que fascinante. On l'appelait le prophète endormi. Je vous parle d'Edgar Cayce, connu pour ses transes et ses prétendues lectures intuitives sur la santé et le futur. 3 thèmes, 3 univers et encore une fois, cette même frontière fragile entre témoignages, croyances et mystères. Alors avant de se quitter, nous lançons un appel à vous, auditeurs et auditrices dans Un autre regard. Nous vous donnons une place aux expériences vécues, aux récits personnels, aux témoignages directs, qu'ils soient étranges, inexpliqués ou simplement troublants. Si vous avez vécu une expérience liée à des ressentis particuliers, à des phénomènes que vous n'avez jamais réussi à expliquer, ou fait des rencontres paranormales, n'hésitez pas à venir témoigner dans l'émission. Vous pouvez m'écrire via le Facebook, l'Instagram ou sur le site de la radio www.radio-g.fr. D'ici là, prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert et surtout, continuez à regarder autrement ce qui vous entoure. À très bientôt, prenez soin de vous. N'oubliez pas, le paranormal, l'ésotérisme ne sont pas seulement des domaines de l'imaginaire, mais des invitations à voir le monde sous un angle nouveau, à questionner nos certitudes, nos habitudes et à enrichir notre existence tout en gardant notre esprit critique. Vous l'aurez compris, c'est aussi une invitation à adopter un autre regard. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt sur Radio G pour un nouveau voyage extraordinaire au cœur de l'invisible et de l'inconnu. Alors, restez curieux, ouverts d'esprit et prenez soin de vous.